Disclaimer de début de vidéo, un joueur surcoté ça ne veut pas dire un joueur mauvais la famille. Ça signifie juste que je le trouve un petit peu moins fort que certains éléments le laissent penser. D'ailleurs vous allez voir que je suis objectif dans cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de joueurs dans un premier temps que j'aime beaucoup, mais aussi des joueurs que j'ai moi-même surcoté dans le passé. Donc voilà, je vais essayer un petit peu de faire mon mea culpa, de descendre les armes et de même m'excuser pourquoi pas auprès de vous. Et restez bien jusqu'à la fin les amis, puisqu'il y a un 11 mais il y a aussi des remplaçants, parce que voilà, choisir seulement 11 joueurs surcotés en 2025 c'est compliqué. J'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné parce que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc n'hésitez pas à vérifier que vous êtes bien abonné et donnez-moi vos joueurs surcotés en 2025 dans les commentaires. On est parti, let's go! Objectif des 1000 likes les mecs, je compte sur vous. Allez, on est parti pour ce 11 des surcotés en 2025 après avoir fait les sous-cotés la semaine dernière. Merci à vous pour vos retours, vous m'avez régalé. Et donc on commence forcément par le gardien de but les amis. Et là à contre-cœur déjà, un joueur que j'apprécie plutôt bien. J'ai mis Brice Samba les amis, Brice Samba, nouveau gardien du Stade Rennais. Alors il y a plusieurs éléments pourquoi je l'ai mis surcoté on va dire. Parce que déjà dans un premier temps il a un salaire qui est pharaonique, je ne sais quoi. Je ne sais même plus comment on parle, Lara Fabian, je ne sais pas. Il a tout simplement un salaire pharaonique, voilà j'y arrive les amis. En tout cas il a un superbe agent, Brice Samba, ça on peut dire que son agent il est pas surcoté. Apparemment il gagnerait 500, 700 000 par mois, voilà c'est exceptionnel, bravo à son agent. Mais personnellement je trouve que Brice Samba c'est un gardien qui a seulement fait 2 grandes saisons, 2 excellentes saisons. Mais de là à le voir numéro 2 en équipe de France, de là à le voir avec un salaire comme ça au Stade Rennais en mode c'est un superbe gardien de Ligue 1, moi je suis pas vraiment d'accord. Je sais que c'est un bon gardien, même je l'ai dit souvent que c'était un très bon gardien, mais je le trouve pas aussi fort que ce que j'en espérais dans le passé. Je trouve qu'il a un petit peu régressé, voire stagné. Voilà, j'ai un petit peu de mal avec l'évolution de sa carrière à Brice Samba, et ça se confirme dans les statistiques, hein. Vous voyez qu'il est vraiment le gardien médian par excellence. Quand on regarde son nombre d'arrêts par 90 minutes et son pourcentage d'arrêts, vous voyez qu'il est vraiment au milieu, là, pile, on va dire... dans la zone rouge entre la moyenne. Il n'est ni dans la zone en haut à droite parmi les meilleurs, ni parmi les plus faibles en bas à gauche. C'est vraiment un gardien médian. C'est donc pour ça que je l'ai mis un petit peu surcoté, parce qu'il est quand même très connu. Il a un excellent salaire et est numéro 2 en équipe de France. Pour moi, il ne mérite pas ce statut, et je trouve par exemple Lucas Chevalier mériterait plus d'être le numéro 2 de l'équipe de France comparé à un Brice Samba. On s'attaque au défenseur la famille, et pour le défenseur latéral droit j'ai directement triché puisque j'ai mis un défenseur central mais qui a déjà joué latéral droit, donc on peut dire que ça marche. C'est tout simplement Ronald Araujo, le défenseur du FC Barcelone. Vous allez voir que c'est pas le seul Barcelonais dans cette vidéo, c'est pas du tout parce que je suis parisien, hein. Je suis objectif les amis. Alors attention les amis, je ne dis pas que c'est un mauvais défenseur, loin de là. Ronald Araujo, pour moi à un moment il était dans les top 10, top 20 des meilleurs défenseurs au monde, mais à un moment les Barcelonais ont voulu nous faire croire que c'était le meilleur défenseur central du monde, et ça me faisait beaucoup rire. L'année dernière, Luis Enrique et Bradley Barcola ont un petit peu mis un terme à son aventure barcelonaise, j'ai l'impression, parce que depuis ce match Barcelone-PSG, victoire 4-1 du PSG, et ce carton rouge de Ronald Araujo qui a totalement relancé le match et la victoire du Paris Saint-Germain, depuis ce match c'est très compliqué pour Araujo. Il enchaîne blessure sur blessure, mauvaise performance. Là le FC Barcelone serait prêt à le vendre à la Juventus Turin, affaire à suivre. Mais en tout cas ce qui était intéressant l'année dernière c'est que Luis Enrique il avait fait toute sa tactique du match retour Barcelone-PSG sur Ronald Araujo. Il avait dit que dès qu'il avait le ballon il fallait arrêter le pressing pour qu'on le laisse relancer et que il rate des passes, et ça a totalement fonctionné. Donc très belle tactique de Luis Enrique, c'est vraiment sa masterclass depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Cette saison le défenseur uruguayen n'a joué qu'un seul petit match de Liga, voilà, évalué à 55 millions d'euros. Quand on regarde ses statistiques, oui il avait des très belles stats l'année dernière, mais attention, regardez les actions défensives, vous voyez qu'il en faisait quasiment aucune par match. Alors oui il est très bon avec le ballon, oui il est très bon dans les duels aériens, mais vous voyez que défensivement, c'est à dire que tout ce qui est récupération, bloc de tir, tacle, il avait beaucoup de mal. Voilà, c'est pour ça que je me suis dit que c'était peut-être un défenseur surcoté, et que quand je le compare à Pacho, vous voyez que les actions défensives de Pacho, alors que le Barça et le PSG c'est des équipes qui ont le ballon, qui ont la possession, donc tu peux te permettre de comparer les statistiques des défenseurs. Vous voyez que Pacho défensivement ça n'a rien à voir avec Araujo, donc ça vous montre un petit peu que pour moi Ronald Araujo est un défenseur surcoté. Le défenseur central côté droit de ce 11 des surcotés, ça me fait beaucoup de mal de le mettre, c'est Dayot Upamecano. Mais avant de vous expliquer pourquoi, j'aimerais juste dire que j'admire l'homme dans un premier temps, parce que ce qu'il arrive à faire, s'imposer dans le monde du football en étant bègue. Pour ceux qui ne savent pas, il a atteint de troubles bègue, donc il a du mal à s'exprimer, etc. Il a réussi à s'imposer dans le monde du foot, donc il y a un monde de requins, surtout centre de formation, etc. C'est pas facile. Il arrive maintenant à faire des conférences de presse, des interviews malgré son handicap. Et ça franchement c'est très fort, il inspire les jeunes. Voilà, il inspire beaucoup de gens qui sont atteints de cet handicap entre guillemets.
Donc voilà, bravo à lui, j'admire vraiment l'homme. Mais le joueur, sans vouloir lui tirer dessus, c'est un joueur qui ne me rassure pas. Alors oui, en ce moment, il est en forme au Bayern Munich. Je dis pas le contraire, il est plutôt dans une bonne passe. Et il est plutôt performant avec le Bayern Munich, c'est pas le débat. Mais moi, c'est un défenseur qui, dans les grands matchs, dans les grandes rencontres, ne me rassure pas. Tu vois, quand j'ai Dayot Upamecano derrière moi en équipe de France, quand je regarde le Bayern, je suis pas serein. Tu vois, je suis pas le mec le plus serein. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de parier sur le Bayern Munich en Ligue des Champions. Et Upamecano, il me rassurait pas. Je me disais, fou là là là, il va me faire sauter mon ticket. Et en équipe de France, c'est pareil. Je préfère largement Ibrahim Konaté. Quand on regarde ses statistiques défensives, les amis, vous voyez que c'est bien, mais sans plus. Alors, est-ce que ça mérite d'être un des meilleurs défenseurs du monde? Moi, je ne trouve pas. Je trouve qu'il est un petit peu surcoté. C'est un bon joueur, mais personnellement, je trouve qu'il n'a pas cette aura et cette capacité d'être vraiment un excellent défenseur central. Donc, pour moi, il est légèrement surcoté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Là, pour le défenseur central côté gauche, je vais être bien plus méchant que par rapport à Upamecano, parce qu'on va parler de Colwill, les amis. Colwill, le défenseur de Chelsea, lui, je le trouve vraiment surcoté. Il est estimé au même prix qu'Upamecano et Caloro, 55 millions d'euros, mais c'est un défenseur que je trouve vraiment naïf. Naïf, je pense que c'est le bon terme. Je le trouve vraiment naïf. Il a encore été catastrophique la semaine dernière là, face à Manchester City. En plus de ça, il a un caractère de merde. À Chelsea, il voulait pas prolonger. Il voulait être assuré qu'il serait titulaire indiscutable. Au final, entre les blessures et les mauvaises performances, oui, il est encore titulaire indiscutable, mais franchement, il ne le mérite pas. Personnellement, si j'étais propriétaire de Chelsea ou entraîneur de Chelsea, je vendrais Colwill, les amis, et je me mettrais sur, je sais pas, un autre défenseur de première ligue bien plus fiable, Huysen ou je ne sais qui. Et pour ceux qui regardent pas les matchs de Chelsea, j'invente rien. Regardez ses statistiques défensives, c'est une catastrophe. On dirait un défenseur, on dirait un jeune du centre de formation. En termes de tac, d'interception, de bloc, de dégagement ou de duel aérien, c'est une catastrophe. Alors oui, ça à prendre en compte aussi avec le contexte de l'équipe, etc. On est d'accord. Mais moi déjà, faut savoir que Colwill, j'ai une histoire avec lui. C'est depuis le début, je ne l'aime pas. Donc je suis très honnête avec lui. C'est parce que moi à l'époque, j'allais à l'université d'Huddersfield. Alors je vous raconte ma petite vie, donc en Angleterre. J'étais accepté à l'université là-bas. Et Huddersfield était en finale de playoff pour monter en première ligue. Donc moi je me disais exceptionnel. Huddersfield ils vont être en première ligue. Je vais pouvoir voir tous les matchs, tous les week-ends, incroyable. Et là, finale de playoff, il y a Colwill qui est prêté par Chelsea à Huddersfield. Il est élu meilleur joueur de la saison de Championship avec Huddersfield. Qu'est-ce qui se passe? Il met un but contre son camp en finale de playoff. Défaite 1-0 face à Nottingham. Ah, j'étais dévasté, les amis, j'étais dévasté. En plus de ça, il y a eu des erreurs d'arbitrage. Mais l'arbitre, c'était son dernier match de sa carrière, donc il voulait pas faire appel à la VAR. Il a dit non, je ferai mon dernier match sans la VAR. Donc voilà, ça a été vraiment un mauvais souvenir pour moi. Donc j'ai pas pu vivre Huddersfield en première ligue. J'ai vécu Huddersfield en Championship. Et donc je devais aller à Leeds et à Manchester pour suivre la première ligue. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je le mets dans les surcotés. Ça me permet de vous raconter cette histoire et on passe directement au latéral gauche. Et concernant l'arrière gauche, on reste aussi du côté de la première ligue, la famille. Encore un défenseur que j'aime bien, encore un joueur que j'ai peut-être surcoté dans le passé. Je m'en excuse. C'est tout simplement Alexander Zinchenko, le défenseur d'Arsenal, l'ancien de Manchester City, que j'aimais beaucoup du côté de Manchester City et j'ai adoré ses débuts à Arsenal. Malheureusement, il faut le dire, il est un petit peu surcoté, il est presque même finito à 28 ans seulement, il vient de fêter ses 28 ans. Alors j'admire là aussi l'homme, hein, c'est très bien ce qu'il fait, tout le soutien qu'il apporte à son pays, à tous ses potes ukrainiens, tous ses compatriotes ukrainiens qui se font envahir par la Russie, etc. Franchement pour ça, je suis obligé de l'applaudir parce que c'est magnifique, il soutient vraiment son pays activement. Mais en tant que joueur de football, c'est compliqué, estimé à 30 millions d'euros. Et depuis 2-3 ans, c'est blessure au mollet sur blessure au mollet sur blessure au mollet. C'est compliqué, cette saison il a déjà raté quasiment 20 matchs à cause de son mollet. La saison dernière c'était une dizaine, une quinzaine. Voilà, il a un vrai mollet en mousse ou en beurre, vous appelez ça comme vous voulez. Mais c'est un petit peu compliqué pour lui. Cette saison il a seulement joué 12% des minutes en première ligue avec 8 matchs, seulement un titulaire. Donc voilà, très compliqué pour lui Zinchenko cette saison, donc c'est pour ça que je le mets dans les surcotés, parce qu'avant on pensait que c'était un des meilleurs latéraux gauche du monde. Là on peut se le dire, il est très très loin de ça, donc un petit peu surcoté, je sais pas si ça marche, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Allez, on s'attaque au milieu de terrain et il est temps d'ouvrir le dossier Aurélien Tchouaméni. Je vous en ai déjà parlé il y a 2 mois lors d'une vidéo analyse du Real Madrid. Aurélien Tchouaméni, on n'en peut plus les amis. Où est passé le nouveau Paul Pogba qu'on nous vendait? Le Madrilène vient de fêter ses 25 ans, mais je suis très déçu de l'évolution de sa carrière. Alors faut dire qu'il n'est pas aidé par Carlo Ancelotti, qu'il ne le met pas dans les meilleures dispositions en le faisant jouer défenseur central, parce qu'il y a énormément de blessés au Real Madrid. Mais quand même 80 millions sur Transfermarkt, 29e joueur le plus cher au monde, titulaire au Real Madrid et vice-capitaine de l'équipe de France. Tout ça pour un joueur qui est très mid, qui fait des erreurs bêtes.
Non les amis, obligé de dire qu'Aurélien Tchouaméni est au moins surcoté par les médias, surcoté par Transfermarkt et tous les observateurs du football, et surcoté par au moins le Real Madrid et Didier Deschamps pour le mettre vice-capitaine. Voilà, ça fait déjà beaucoup de monde. Certes, peut-être que vous et moi, on est d'accord qu'il est surcoté, mais en tout cas, il y a beaucoup de monde qui ne sont pas d'accord avec nous. Quand on regarde ses statistiques face au défenseur central, quand vous regardez des statistiques surtout défensives tout en bas, ouais, c'est compliqué. Même les duels aériens, Ancelotti, il n'y a pas longtemps, il a dit ouais, Tchouaméni, je le mets parce que les duels aériens, c'est un monstre. Bah, excuse-moi, les statistiques te prouvent le contraire. 1,8 duels aériens gagnés par match. Alors oui, peut-être qu'en pourcentage, c'est très fort, ça je ne sais pas. Mais voilà, même en tacle, interception, bloc et dégagement, c'est pas ouf. Voilà, Aurélien Tchouaméni, surcoté selon moi, même s'il y a quand même beaucoup de monde qui commence à se réveiller. On verra bien où il va atterrir cet été, je pense qu'il va devoir partir du Real Madrid. Deuxième milieu de terrain et pas de jaloux, puisque après le Madrilène, on va parler d'un Barcelonais et de Frenkie de Jong. Et là aussi, je vous dois des excuses les amis, parce que je pense que c'est un des footballeurs les plus surcotés des 5 dernières années. Et j'en suis le premier responsable, parce que je suis amoureux de Frenkie de Jong. C'est comme Marco Verratti à l'époque, c'est des joueurs que je surcote, mais consciemment. Mais je suis obligé de m'excuser parce que à cause des gens comme moi, on pense que Frenkie de Jong c'est un des meilleurs milieux de terrain. Puis quand on regarde son salaire les amis, 25 millions d'euros de salaire annuel. Oh, 25 millions, c'est quasiment comme Neymar et Messi ce qui touchaient au Paris Saint-Germain les amis. D'ailleurs Frenkie de Jong qui était à ça de rejoindre le PSG à un moment, je crois que c'était en 2021. Et au final qui a signé au FC Barcelone pour apparemment une question d'argent. Parce que quand on voit le salaire, ça peut se comprendre. Estimé à 45 millions, cette saison c'est 10 matchs, 2 buts, une passe D. Là il sort d'une excellente prestation face à Valence, victoire 7-1 du Barça. Je dis pas le contraire, il a fait un très bon match. De toute façon on sait que c'est un superbe joueur. Mais là aussi, entre les blessures, les contre-performances, le manque de régularité, je suis obligé de dire qu'il est un petit peu surcoté. Et puis surtout quand tu vois le salaire, quoi, il mérite pas du tout ce salaire, Frenkie de Jong, par rapport au nombre de matchs joués par saison, par rapport à ce qu'il apporte au milieu de terrain du FC Barcelone. Donc voilà, surcoté Frenkie de Jong, je pensais que tu allais devenir un monstre au milieu de terrain, une légende du football. Malheureusement je me suis trompé, donc je tiens à m'excuser auprès de toute ma communauté. Allez, on s'attaque au dernier milieu de terrain, mais juste avant, pensez bien à liker la vidéo et à vous abonner, c'est totalement gratuit, ça récompense le travail. Et donc le dernier milieu, un milieu de terrain offensif, je vais vous parler de Eberechi Eze, un joueur que j'adore, un joueur que là aussi je vous en ai parlé 3, 4, 5 fois sur cette chaîne YouTube. Mais excusez-moi les amis, il va sur ses 27 ans dans quelques mois, il est toujours à Crystal Palace, il a toujours pas fait une saison référence en Ligue des Champions, j'allais dire même pas en Première Ligue, il a toujours pas de saison référence, il a fait des bons passages, un petit peu comme un Ryan Cherki, il a des moments pendant 10 matchs il est très bon, puis après il disparaît pendant 5 matchs, puis après il est rebond pendant 2 matchs, voilà, Eberechi Eze très irrégulier, il a vraiment de l'or dans les pieds, hein. C'est un super joueur, Chelsea s'est positionné plusieurs fois sur lui, malheureusement il est encore à Crystal Palace, et puis là quand je regarde ses derniers matchs, moi il me fait plus rêver, voilà c'est un très bon joueur mais il me fait plus rêver, je suis plus hypé par Eberechi Eze. 19 matchs, 2 buts, 5 passes décisives cette saison, estimé à 55 millions. Voilà, quand on regarde un petit peu ses stats créatives en tant que passe progressive, en tant que course progressive, mais également en termes de dribble par 90 minutes, là aussi c'est un joueur très médian qui n'est pas parmi les meilleurs au monde. Donc voilà, je me suis un petit peu lassé de Eberechi Eze. Pareil quand tu regardes ses statistiques bref par rapport aux attaquants, par rapport aux ailiers. Voilà, c'est un joueur qui a des bonnes stats, mais sans plus. Voilà. Après, bien sûr, il a Crystal Palace, donc évidemment, s'il était au FC Barcelone, il y aurait des meilleures stats, c'est sûr. Mais voilà, moi, c'est un joueur dont je ne suis plus hypé, qui m'a lassé, et je le trouve un petit peu surcoté parce que j'en vois encore beaucoup qui sont hypés. Je les comprends, j'étais pareil avant, mais selon moi, il est légèrement surcoté. Il est en train de passer un petit peu à côté de sa carrière. Allez, on s'attaque au plus croustillant, aux attaquants. Et là, je vais pas me faire que des amis. Là, je prépare déjà le bouclier, le gilet pare-balles, puisque je vais vous parler de Mason Greenwood. Et attention les amis, je suis très objectif. Oui, pour moi, Mason Greenwood est surcoté. Je m'explique les amis, commencez pas à me tirer dessus. Tout simplement, on nous dit, ouais, c'est le meilleur joueur de Ligue 1. Ouais, c'est un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Mais même ça, je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que pour moi, un des meilleurs joueurs de Ligue 1, ça doit tout simplement être bon face aux grosses équipes du championnat. Que ça soit Nice, Lille, Paris, Lyon, Monaco, à chaque fois Mason Greenwood est décevant, à chaque fois il est mauvais. Et franchement les gars, je vous le dis en toute objectivité, là c'est pas parce que j'ai mon logo du Paris Saint-Germain sur le dos que je le dis. Moi j'ai aucun mal à dire qu'il y a des joueurs de l'OM que j'aime bien, les Højbjerg, etc. Il y a plein de joueurs de l'OM que j'ai toujours aimé, Gignac, Tai Taiwo, etc. Je suis très objectif en vous disant ça. Face aux grosses équipes du championnat, Mason Greenwood il est vraiment catastrophique. Et vu qu'une image ça vaut mieux que 1000 mots, je vous laisse afficher ce tweet de Todibo. Greenwood, quand c'est un club du top 5 en face et non des femmes, c'est tout de suite plus compliqué.
Voilà, ça fait dodo Greenwood face aux grosses équipes du championnat. Je suis désolé les amis Marseille si vous n'êtes pas d'accord, mais je pense qu'il y en a des Marseillais qui vont être d'accord avec moi, qui vont être objectifs. Côté gauche de cette attaque des surcotés en 2025, je pense que c'est le joueur que j'ai trouvé le plus rapidement, parce que c'est un joueur que je trouve surcoté depuis la nuit des temps, depuis le début de sa carrière, même quand il était très performant. C'est monsieur Leroy Sané les amis. Oui, pour moi Leroy Sané est complètement surcoté. C'est un joueur qui a toujours eu énormément de hype autour de lui, parce qu'il mettait des beaux coups francs, des belles frappes de loin, qu'il était rapide, etc. Mais moi c'est un joueur que j'ai toujours trouvé suffisant, que j'ai toujours trouvé irrégulier, que j'ai toujours trouvé pas magique. Voilà, s'il devait y avoir un mot pour lui, c'est pas magique. Oui, il a mis des beaux buts, mais pour moi, c'est le genre de joueur qui va avoir une excellente compilation à la fin de sa carrière, des highlights de fou, mais qui, quand tu regardes les matchs, te fait pas du tout rêver, te laisse vraiment intrépide, je sais même pas si ce mot existe, mais te laisse vraiment yaourt nature, quoi. C'est un joueur que je trouve épuisant, qui commence souvent très bien les saisons, mais qui les termine tout souvent très mal. Voilà, moi, Leroy Sané, j'ai jamais été dans le train, je l'ai toujours trouvé surcoté. Et du coup, quand j'ai pensé aux joueurs surestimés, overrated pour cette vidéo, j'ai directement pensé à Leroy Sané. Alors peut-être que là, je suis pas objectif, je sais pas, parce que c'est jamais un joueur que j'ai apprécié. Mais même au Bayern, cette saison, c'est 15 matchs, 5 buts, 2 passes D, titulaire un match sur 2. En plus, c'est un joueur qui a eu énormément de blessures dans sa carrière. Voilà, moi, j'ai jamais été dans le train Leroy Sané. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Personnellement, je le trouve légèrement surcoté, ou même un petit peu plus que légèrement. Et on arrive déjà sur le poste de numéro 9, mais restez bien après, parce qu'il y a les remplaçants, les amis. Et je vais vous parler de Kai Havertz. Kai Havertz, voilà, je le trouve surcoté, je le dis depuis des années lui aussi. C'est un joueur que j'ai jamais apprécié. Pourtant, il a des qualités, hein. Pourtant, c'est un superbe joueur dans l'entrejeu quand il est plus bas. Mais en numéro 9, je comprends pas. Après, déjà à Chelsea, quand il jouait soit 9, soit 8, je le trouvais très très mauvais. Après, ça t'arrive d'être mauvais dans un club, il n'y a aucun souci. Mais par contre, moi, ce qui m'a choqué, c'est de voir Arsenal poser 75 millions d'euros à l'époque sur lui. Je me suis dit, oh les gars, oh. Je suis fou, c'est moi qui suis fou, c'est le monde qui est fou. Je pense qu'au final j'étais pas fou et que je me suis pas trompé, parce que quand je regarde les prestations d'Arsenal, je me dis, imaginez les Gunners avec un vrai numéro 9. Imaginez Arsenal avec Alexander Isak et voyez la différence. Ouais, ok, Kai Havertz il est bon dans le jeu, ouais, il t'apporte des choses, c'est un joueur qui est très bon à la création, etc. Mais pour un vrai numéro 9, même s'il a progressé, hein, franchement il a vraiment progressé dans le jeu de tête, etc. Il a progressé Kai Havertz, mais je pense que ça sera jamais Kai Havertz qui fera gagner la première ligue à Arsenal. Et moi ça m'embête parce que j'aurais bien aimé voir Arsenal gagner la première ligue cette saison. Ça m'aurait fait plaisir un petit peu pour tous mes amis Gunners, parce que voilà, c'est un club que j'apprécie bien, et surtout j'adore Arteta, enfin voilà. Ça m'aurait fait plaisir de les voir gagner, mais je pense qu'ils n'y arriveront jamais avec un numéro 9 qui s'appelle Kai Havertz. 20 matchs, 8 buts, 2 passes D cette saison, titulaire indiscutable. Oui, c'est un bon joueur, mais pour moi c'est pas ce joueur dont on nous parle, ce joueur qui mérite de poser, où tu mérites de poser 75 millions d'euros dessus. Donc voilà, moi je suis très déçu pour mes amis Gunners, parce que je pense qu'avec un vrai numéro 9, ils auraient fait une bien meilleure saison, même si c'est pas fini. Peut-être que le temps me donnera tort, mais en tout cas, pour moi, Kai Havertz est surcoté et ne vaut surtout pas 75 millions d'euros. Allez, pour terminer cette vidéo, on s'attaque aux remplaçants. Le premier, c'est Robert Sanchez, gardien de Chelsea. Je ne l'ai pas mis titulaire parce que je me dis qu'on commence quand même à se rendre compte que c'est une fraude. Mais pourquoi je le trouve surcoté? Parce qu'il y a quand même une dizaine de professionnels à Chelsea qui ont validé son recrutement et qui le laissent titulaire depuis maintenant 2 saisons. Moi, je ne comprends pas, les amis, comment ce gardien peut être titulaire à Chelsea. Ça ne fait pas de sens. Il a le niveau pour un club qui joue le maintien ou le milieu de tableau grand maximum. Pour moi, Robert Sanchez, c'est Alphonse Areola. Pour moi, voilà, c'est des gardiens qui ont le même niveau. Alors, est-ce que vous imaginez Alphonse Areola être titulaire à Chelsea? Non, moi, je vois pas comment Robert Sanchez arrive à être titulaire. Voilà, je comprends pas. Peut-être qu'il va être vendu à Strasbourg, là, peut-être que ça sera un club de son niveau, parce qu'on sait que Chelsea et Strasbourg, voilà, c'est le même groupe, c'est Bluco. 21 matchs, 27 buts concédés, 4 clean sheets. Faut faire attention parce que les statistiques comme ça, c'est pas vraiment révélateur, c'est pas des statistiques révélatrices, on va dire, d'un niveau du gardien. Surtout quand t'as la défense, des fois t'as Disasi, t'as des joueurs qui passent complètement à côté comme Colwill, etc. Donc voilà, faut faire attention, mais quand tu regardes les matchs, tu te dis... Pourquoi Robert Sanchez est à Chelsea? Je comprends pas. Deuxième joueur remplaçant que je trouve surcoté, et là c'est un joueur que j'aime bien, donc je peux vous dire que je suis objectif parce que ça me fait mal, c'est Dusan Vlahovic, les amis, le buteur serbe de la Juventus. Un des joueurs qui me hypait il y a 2-3 ans et qui me faisait regarder la Serie A du côté de la Fiorentina, et lors de son arrivée à la Juventus il y a 2 ans je pense. C'est un joueur qui me hypait beaucoup. Mais voilà, pour moi en fait, Dusan Vlahovic, on l'a vite mis dans la catégorie de top buteur européen, parce que le marché des neufs est complètement épuisé. Mais dans un marché normal où tu as des vrais numéros 9, où tu as 5-6 très bons numéros 9 par championnat, pour moi Dusan Vlahovic il serait pas top 15 ou top 20. Mais vu que le marché des attaquants est complètement un désert, on va dire, Dusan Vlahovic il grappille les places et on le voit comme un top 5 à son poste.
Mais dans un marché normal, dans un monde normal, pour moi, il y est pas. Donc c'est pour ça que je dis qu'il est surcoté. Cette saison, 18 matchs, 7 buts, une passe décisive. Il a quand même mis des buts en Ligue des Champions. C'est un bon attaquant, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais voilà, pour moi, il est légèrement surcoté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Autre joueur remplaçant surcoté en 2025, j'espère qu'il n'y a pas des Japonais dans ma communauté, parce que là, vous allez m'insulter. C'est tout simplement Kaoru Mitoma, les amis, que je trouve vraiment surcoté par tout le monde. Vraiment, c'est un joueur qui est très agréable à voir, on est d'accord, hein, c'est un joueur très technique, très bon dans le dribble. Il a fait une thèse à l'université sur le dribble, là, le storytelling était très bon. Mais c'est un joueur qui est tellement mid voire plus, voilà, c'est un 6 sur 10. Mitoma, c'est un 6 sur 10, mais à un moment, on nous a fait croire que c'était le meilleur dribbleur du monde, il y avait des highlights de lui partout, etc. Mais regardez les matchs de Brighton, Mitoma, c'est un bon joueur. Mais c'est pas un joueur exceptionnel, je suis désolé de vous le dire. Et franchement, je vous le dis avec toute l'objectivité du monde, parce que c'est un joueur là aussi que j'aime bien. C'est le genre de joueur que t'aimes voir jouer, qui te ramène au stade parce qu'il fait des dribbles, parce que il est percutant. Mais moi j'ai déjà vu jouer en vrai, je peux vous dire qu'il est pas impressionnant, Mitoma. C'est un joueur quelconque qui a une bonne qualité de dribble. Voilà, je sais pas pourquoi il y a autant une grosse hype sur lui. Je ne sais pas, si vous avez des explications, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Mais pour moi, Mitoma est vraiment surcoté en 2025. Et on arrive déjà sur le dernier joueur de cette vidéo. Mais avant de vous le dire, n'hésitez pas à me donner les vôtres dans les commentaires. On pourra faire le banc des remplaçants ensemble. Donc n'hésitez pas les amis, je veux voir plein de commentaires, plein de... Ouais, pour moi il est surcoté, pour moi t'as pas eu raison sur celui-là. Donnez vraiment vos avis dans le respect les amis, toujours avec un avis respectueux. Ça permet de débattre dans les commentaires et c'est ça qui fait la beauté du football. C'est le débat avec respect. Et donc moi mon dernier joueur c'est Garnacho les amis. Alejandro Garnacho, c'est un ailier. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps dans une vidéo Mercato je crois. Mais pour moi il est surcoté. Pour moi il est surcoté. Quand je vois Chelsea et Naples qui sont positionnés sur lui, moi je ne comprends pas. À un moment on nous a dit que c'était le nouveau Rashford. À un moment on nous a dit qu'il était le descendant de CR7. Pour moi je le vois pas, hein. Pour moi Alejandro Garnacho c'est un bon joueur. Pour moi Garnacho c'est un Mitoma, mais on nous a vendu Garnacho comme le descendant de CR7. Donc forcément je dis qu'il est surcoté. Je dis pas que c'est un mauvais joueur, c'est un bon joueur comme Mitoma. Mais c'est pas un crack quoi, c'est pas un joueur qui va te dire ouais je vais regarder Manchester pour regarder Garnacho. Oui il a mis un but de ouf, oui il a eu le prix Puskás pour sa retournée acrobatique exceptionnelle, ça y a aucun débat là-dessus. Mais pour moi c'est pas un joueur exceptionnel. On va dire que la beauté de son but n'est pas représentative de la qualité du footballeur selon moi. Voilà pour moi Garnacho surcoté, évalué à 50 millions d'euros. Pour moi United devrait le vendre à Naples. Je trouve pas que ça soit un crack intergénérationnel et pour moi voilà c'est pas un mec qui va marquer l'histoire du football, loin de là. Voilà les amis, c'était mes joueurs surcotés en 2025, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. La semaine dernière j'ai sorti une vidéo qui s'appelle 24 heures foot avec Edge, un de mes rappeurs préférés, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Forcément c'est une vidéo qui change d'habitude, donc je m'attendais à ce qu'elle fasse moins de vues que d'habitude, donc voilà. Si vous avez 20 minutes devant vous, n'hésitez pas à aller la voir, il y a des mini-jeux etc. Je pense que ça peut vraiment vous régaler et c'est un concept qui va continuer sur la chaîne avec plein d'autres invités, des invités très connus etc. Donc je pense que vous allez kiffer. N'hésitez pas à aller voir ça, 24 heures foot avec Edge les amis. C'était BR10, si vous avez passé un bon moment, maximum de pouces bleus, vos avis dans les commentaires et abonnez-vous les amis, c'est hyper important, abonnez-vous pour le développement de la chaîne. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, je vous kiffe, peace.